Et j'appelle d'ores et déjà pour le premier talk, Micmat. Ceci est un cube. J'adore ce truc, ça m'amuse toujours. On y reviendra tout à l'heure à ce cube parce qu'il est un peu magique, on peut faire plein de choses avec. Bon, aujourd'hui, j'avais décidé de vous parler un peu d'élégance en mathématiques. Voici par exemple... Peut-être qu'il faut allumer ça. Je ne sais pas comment ça marche. Ah voilà, 3 mathématiciens particulièrement élégants, comme vous pouvez le remarquer. Paul Erdos, John Conway et Léonard de Valère. Alors vous vous en doutez, quand on parle d'élégance en mathématiques, on ne parle pas spécialement de tenue vestimentaire, mais on parle plutôt de la façon de faire des maths. Ça, quand on parle de mathématiques, on ne s'y attend pas forcément. On peut s'imaginer qu'il y a une seule façon de faire des maths. On a un problème, on résout des équations, on trouve le résultat, et puis voilà. Mais non, pour un même problème, parfois, il arrive qu'il y ait plusieurs façons de le résoudre. Il y a des façons qui peuvent être plus ou moins brutales, plus ou moins courtes, plus ou moins longues, plus ou moins subtiles. Et certaines preuves, quand les mathématiciens les regardent, ils se disent « Waouh, cette preuve, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est élégante, ça c'est classe !» Et c'est ça que j'ai envie de vous faire sentir aujourd'hui dans ce talk, en vous présentant quelques petits problèmes mathématiques assez simples, vous allez voir, mais pour lesquels il existe des méthodes auxquelles vous allez peut-être pouvoir penser vous-même, qui peuvent être des fois un peu longues, un peu laborieuses. Et puis il y a une méthode, c'est génial, quoi. Ça marche, on regarde ça, on se dit waouh, c'est trop bien, on a trouvé le truc, la bonne façon de voir le problème. Alors pour commencer, oh, ah non, je suis revenu en arrière, oh, désolé avec la technologie. On va commencer par un petit problème qui se passe sur une grille comme ça de 6 x 6 cases, donc 36 cases. Et au début, la question que je vais vous poser est totalement idiote, c'est peut-on totalement recouvrir cette grille avec des dominos 1 x 2, c'est-à-dire avec des dominos qui regroupent 2 cases. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est assez évident, on le voit tout de suite. Hein. Il y a plein de façons de le faire. Par exemple, comme ça, il en tient 3 par ligne, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Deuxième question, peut-on faire la même chose si on enlève une case à notre damier? On enlève la case qui est en haut, ici. Est-ce que maintenant, c'est toujours possible? Non, c'est plus possible pour une raison évidente, c'est qu'il y a un nombre impair de cases. Chaque domino recouvre 2 cases, donc si on met un certain nombre de dominos, si on en met 17, on recouvrera 34 cases, si on en met 36, ça débordera, mais on ne peut pas recouvrir 35 cases avec seulement 2 dominos. Et voilà maintenant la question qui commence à devenir vraiment intéressante. On a ici enlevé 2 cases. On a enlevé 2 cases, donc a priori, maintenant il y a un nombre pair de cases, donc on peut se dire, avec 17 dominos, là il y a 34 cases, donc avec 17 dominos, on peut penser qu'on peut le recouvrir. Seulement, c'est beaucoup plus difficile d'essayer d'imaginer mentalement à quoi ça peut ressembler de recouvrir cette grille avec des dominos 1 x 2. C'est difficile, c'est pas comme le premier où on voyait 3 par rangée, c'était facile. Et en même temps, on se dit quand même que ça doit être possible parce qu'il y a bien un nombre pair, mais on n'en est pas sûr. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas, ça? Tenez, juste, je vais vous proposer d'essayer de faire une conjecture sur ce problème. Une conjecture en mathématiques, c'est quand on essaye de deviner le résultat sans avoir de démonstration claire. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un vote à main levée. Qui pense, par exemple, sur ce problème, spontanément, comme ça, sorti du cœur, qui pense que c'est possible de recouvrir? Ok. Donc à peu près, j'ai l'impression, bien les 3/4 de la salle, qui pensent que ce n'est pas possible maintenant. Ouais, un petit peu moins. Environ 1/4 de la salle, ça, c'est très cohérent, à vue d'œil, hein, le sondage. Eh bien, c'est la minorité qui a raison, parce que c'est pas possible. Alors comment ça se fait que c'est pas possible? On peut essayer de trouver une solution comme ça, on peut essayer de se dire... Ah non, je reviens encore en bas. On peut essayer de se dire, qu'est-ce qui se passe si on essaye? On en met sur la première rangée, alors il y a une case qui reste toute seule en haut. On met un autre domino vertical comme ça, et puis on continue à remplir rangée par rangée, puis à la fin on arrive par exemple à ça.
Bon bah là, ici, ça marche pas parce que les deux cases qui restent ne sont pas l'une à côté de l'autre, donc on peut pas mettre le dernier. On peut essayer plein de combinaisons, et puis on se rend compte que ça marche jamais, on n'arrive jamais à faire en sorte que les deux cases qui restent à la fin, elles soient l'une à côté de l'autre. Alors une méthode assez brutale pour résoudre ce problème, c'est d'essayer toutes les combinaisons possibles. On regarde la proposition pour le premier domino, pour le deuxième, il y a des milliers de combinaisons possibles, ça prend beaucoup de temps. On peut le faire par un ordinateur, et l'ordinateur à la fin va effectivement dire qu'il a essayé toutes les possibilités et qu'il n'a pas réussi, donc il n'y a pas de solution possible. Et puis il y a la méthode élégante. La méthode élégante, elle consiste en ce coloriage. Vous allez colorier toutes les cases du damier en deux couleurs, vert et rose. Et quand vous faites ça, eh bien vous vous dites qu'à chaque fois que vous posez un domino sur cette grille, elle recouvre forcément une case verte et une case rose. Donc à la fin, si vous posez un certain nombre de dominos sur la grille, il y aura toujours exactement autant de cases vertes que de cases roses qui seront recouvertes. Or, si vous regardez les deux cases qui ont été effacées sur ce damier, ce sont deux cases roses. Donc on a enlevé deux cases de la même couleur. Donc ici, vous avez 18 cases vertes et 16 cases... Oui, 18 cases vertes et 16 cases roses. Donc ce ne sera jamais possible. Non seulement il vous restera toujours deux cases à la fin, mais en plus vous savez déjà que ces deux cases-là seront forcément des cases vertes. Pas mal, non? Ça, c'est un problème que j'ai découvert quand j'étais au collège. C'est la première fois que je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Un des premiers problèmes qui m'a fait vraiment me dire, voilà une méthode mathématique qui est vraiment très jolie. Des méthodes mathématiques qui sont très jolies, on en trouve plein en maths, et il y en a qui sont devenus célèbres parce qu'il existe des anecdotes avec de célèbres mathématiciens. Par exemple, celui-ci, qui s'appelle Carl Friedrich Gauss, un mathématicien allemand du XVIIIe siècle, à propos duquel il y a une légende très célèbre. On ne sait pas exactement à quel point c'est vrai, à quel point c'est faux, c'est des légendes qui traînent à propos des mathématiciens, mais toujours est-il que c'est à peu près cohérent avec le personnage. C'est vraiment un des plus grands mathématiciens de l'histoire, on le surnommait le prince des mathématiciens. Et la légende raconte que quand il était petit, à l'école, son prof, quand il avait à peu près 10 ans, son prof voulait avoir la paix pendant à peu près une heure. Il voulait lire son journal, il y a certaines anecdotes qui disent qu'il voulait lire son journal, donc il s'est dit, je vais leur poser un bon problème à mes petits, et puis ça va leur prendre une heure, et puis ils vont me laisser en paix. Et la question qu'il leur a posée, c'est calculer la somme de tous les entiers de 1 à 100. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 7, etc., jusqu'à 98, 99, plus 100. Ce problème-là, vous êtes d'accord, il est très énervant, il est très pénible, mais il n'est pas difficile. Vous tous dans cette salle, vous êtes capables de le faire. Éventuellement, ça vous prend 2 heures, éventuellement, ça vous prend 3 jours, éventuellement, ça vous prend 5 mois, je ne sais pas. Mais vous savez ce que c'est qu'une addition, vous prenez le temps, vous vérifiez vos calculs, vous y allez laborieusement, comme moi pour prononcer cette phrase, et vous allez y arriver. Et vous allez y arriver. Si vraiment c'est l'essentiel pour vous, vous allez finir par y arriver. Seulement, le petit Gauss, 10 ans, a résolu ce problème en 30 secondes. Alors comment il a fait? Eh bien, c'est pas parce que c'est un génie du calcul, c'était un génie des mathématiques, mais c'est pas parce que c'était un calculateur prodige et qu'il a vraiment fait l'addition en entier d'un seul coup, comme ça, de tête. Non, c'est parce qu'il a trouvé une jolie méthode. Il a trouvé une méthode très élégante pour résoudre ce problème d'un seul coup, en quelques secondes. En fait, comment ça lui est venu, ça? Eh bien, il s'est dit tout d'abord, à la fin du calcul, je serai plus fatigué qu'au début. Là, maintenant, je commence mon calcul, c'est facile. Donc, je préfère me garder les petits nombres pour la fin. Donc, je vais calculer la somme dans l'autre sens. Je vais faire 100 plus 99 plus 98, comme ça, et puis à la fin, quand j'arriverai, il ne restera plus que 4, 3, 2, 1, ce sera plus facile. Et là, il a remarqué quelque chose. Si on regarde les deux lignes là, que l'on a, et qu'on regarde les premiers termes sur chacune des lignes. Sur la première ligne, le premier terme, c'est 1, et sur la deuxième ligne, le premier terme, c'est 100. Or, 1 plus 100, ça fait 101. Si maintenant on regarde les deuxièmes termes de chaque ligne, on a 2,99, 2 plus 99, ça fait aussi 101. Ensuite, on a 3 plus 98, ça fait aussi 101. Autrement dit, si on additionne non pas en ligne, mais en colonne, on a 101, plus 101, plus 101, plus 101, plus 101, etc. Voilà. Comme ceci. Ce qui est totalement logique, puisque à chaque terme, eh bien, il y a une des deux sommes, celle qui est en haut, la première ligne, pour laquelle le nombre augmente de 1, puis l'autre somme, où le nombre diminue de 1. Et ça, c'est beaucoup plus facile à calculer. 101 plus 101 plus 101 plus 101, il
Il y a 100 termes, donc c'est juste une multiplication. 101 fois 100. Donc la somme de tous les termes qui sont sur cette troisième ligne, 101 plus 101 plus 101, ça fait tout simplement 10 100. Et comme la troisième ligne, c'est la somme des deux premières, ça veut dire que la somme des deux premières lignes fait aussi 10 100. Mais seulement les deux premières lignes, on les a additionnées, donc on a 2 fois trop. D'accord ? Quand on additionne les deux premières lignes, on a 2 fois le nombre 1, 2 fois le nombre 2, 2 fois le nombre 3, etc. Donc il faut encore diviser par 2. Ah, je vais y arriver. Et on arrive au résultat 5050. La somme de tous les nombres de 1 à 100 est égale à 5050. Vous pouvez vérifier, hein, si vous n'avez pas confiance dans l'astuce, vous prenez un papier, un crayon ou une calculatrice ou quoi que ce soit, vous faites la somme 1 plus 2 plus 3 et vous allez voir, vous arrivez vraiment à 5050. Cette méthode est quand même absolument géniale. Et ce qui est bien aussi dans cette méthode, c'est qu'elle se généralise très facilement. Là, on a calculé la somme de tous les nombres de 1 à 100. Mais vous voulez calculer la somme de tous les nombres de 1 à 1000, ça marche exactement pareil. Vous faites la somme, vous renversez la somme, vous faites la somme en colonne au lieu de faire la somme en ligne, et vous obtenez cette fois 1001 plus 1001 plus 1001 1000 fois. Et puis vous faites la multiplication, vous divisez par 2. Donc grâce à cette méthode, vous pouvez calculer très facilement la somme de n'importe quelle somme d'entiers, de 1 jusqu'à n'importe quel nombre. On va passer maintenant à un troisième exemple. Ah, les abeilles. Les abeilles font de jolis pavages avec des cases en forme d'hexagone. Ça, vous avez tous vu ce genre d'image. Alors là, ici, les abeilles se sont un peu plantées à certains endroits. Là, ici, là, sur la droite, il y a des endroits où ça ne marche pas très bien. En mathématiques, on appelle ça donc un pavage, quand on recouvre entièrement une surface avec des figures géométriques. Et la question qu'on peut se poser en mathématiques, parce que c'est joli d'avoir des figures comme ça, les abeilles le font, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que si on prend des figures qui ont exactement une forme hexagonale, on va vraiment obtenir un pavage, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir recouvrir une surface sans que ça laisse de trous et sans que ça superpose? Alors là, ça a l'air de marcher sur le dessin, mais en maths, on aime bien avoir des preuves, parce que là, bon, la cire, il y a un petit peu une épaisseur, et puis aux jonctions, on voit que c'est pas toujours bien droit. Donc c'est peut-être une approximation, mais peut-être en réalité ce pavage, il n'existe pas réellement, mathématiquement, il n'est pas totalement rigoureux, précis. Alors on peut le faire plus précisément comme ça. Là on voit bien qu'on a des hexagones réguliers, ils ont l'air de parfaitement s'emboîter, mais encore une fois, ça c'est juste un dessin, c'est juste une figure dans laquelle on a des lignes qui ont une certaine épaisseur, et en particulier, regardez là les trois angles qui sont là, l'angle vert, l'angle rouge et l'angle bleu. Pour que ça s'emboîte parfaitement, il faut que ces trois angles-là fassent un tour complet. Donc il faut que ça fasse 360 degrés. Autrement dit, il faut que chacun y fasse 120 degrés. Mais imaginez que dans un hexagone parfaitement régulier, les angles fassent 119,999 degrés. Bah, sur la figure, ça ne se verrait pas. Ça marcherait exactement pareil, ça n'empêcherait pas de faire du carrelage chez vous avec des belles pièces hexagonales, mais ça ne se verrait pas sur la figure. Donc comment faire pour prouver ça? Pour prouver que ces angles valent vraiment 120 degrés, pour prouver que les hexagones permettent vraiment de faire un pavage du plan. Alors ça, on peut faire des méthodes de géométrie absolument élémentaires qui permettent de décomposer l'hexagone en triangles et puis de calculer les angles. On sait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, on peut le prouver, etc. C'est la méthode pas très jolie, ça. Enfin, pas très jolie, ça marche, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a une autre méthode qui consiste à essayer de changer de dimension. Ça, c'est une bonne méthode des fois en mathématiques, c'est quand on a un problème, on essaye de le voir comme une simplification, un cas particulier d'un problème beaucoup plus large. Et en particulier, si vous avez des hexagones, eh bien vous pouvez les voir comme des projections de cubes. Si je reprends mon cube ici, et si je veux dessiner ce cube en 2D, il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs façons de dessiner un cube en perspective, mais en particulier, il y en a une, si vous regardez le cube dans la diagonale, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir après, mais je vais vous le remontrer plus précisément après. Quand on regarde un cube en diagonale, on voit un hexagone. Je ne sais pas si vous en êtes convaincus. Alors je vais faire ici une opération de triplication du cube, on va le diviser en 3. Hop, on reprend l'étoile. Et on fait ceci. C'est là qu'il ne faut pas que je me plante. Hop, je vais y arriver. Et il ne me reste plus que ceci à inverser. Et voici. Ah, 3 cubes. Vous les voyez les 3 cubes?
c'est pas des vrais cubes, c'est des cubes un peu aplatis. Mais c'est ce qu'on verrait si on l'aplatissait complètement, c'est ce qu'on verrait si on voulait faire une projection selon la diagonale de 3 cubes qui sont empilés les uns sur les autres. Si on en met plus des cubes, on obtient ça. Alors là, ici, j'ai pas pris la projection en diagonale, justement, pour qu'on voit mieux. Donc ici, on a plein de cubes qui sont empilés de façon à former des escaliers. Vous voyez, on a des escaliers qui vont dans ce sens-là, des escaliers qui vont dans ce sens-là. Ils sont tous placés en diagonale les uns par rapport aux autres. Donc là, on n'est pas justement dans la vue qu'on appelle la projection isométrique, dans laquelle les cubes sont vus bien selon la diagonale. Et si on se place maintenant dans la vue en diagonale, eh bien, on voit ceci. Et là, on voit parfaitement que cette image correspond à un pavage par des hexagones. Donc les hexagones pavent le plan par ce principe, parce qu'ils sont une projection des cubes qui, eux, pavent l'espace, c'est-à-dire l'espace en 3 dimensions. Et que le fait que les cubes pavent l'espace, pour le coup, c'est beaucoup plus évident, parce que le cube, c'est juste des angles droits, donc, qui font des quarts autour, donc les cubes s'empilent bien parfaitement. Et ce qui est vraiment agréable avec cette méthode, et ce qui est aussi très joli dans ce genre de méthode, c'est qu'elles permettent de se généraliser. Parce que là, on a vu un pavage, on a vu que les pavages, qu'on pouvait faire un pavage avec des hexagones, mais on peut en imaginer plein d'autres des pavages avec cette méthode. Il suffit de prendre des pavages qui sont simples en 3 dimensions, on les projette et hop, on a un pavage en 2 dimensions. Et on peut même aller plus loin. Si on prend un pavage qui est simple en 4 dimensions, ça vous dit quelque chose, la 4e dimension? En mathématiques, on peut définir des objets en 4 dimensions, alors c'est un peu abstrait, mais ça se passe bien. C'est juste, voilà, mathématiquement, ça se définit aussi bien que des cubes, des carrés, et voilà, il suffit de poser les calculs, ça marche assez bien. Et on peut définir des figures qui s'appellent des hypercubes en 4 dimensions. Un hypercube, c'est l'équivalent d'un cube. C'est aussi l'équivalent du carré. Si vous êtes en 2D, vous avez le carré, en 3D, vous avez le cube, en 4D, vous avez l'hypercube. Et si on prend un hypercube, et que l'hypercube, on le regarde selon sa diagonale, eh bien, on obtient une figure. Ce que je suis en train de faire en ce moment, finalement, ce n'est pas ça. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est retourner mon cube de base, un peu comme on retourne une chaussette. Vous voyez, je suis en train de mettre l'intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. Vous voyez que là, on commence à voir le cube qui se forme en creux ici. Et je vais entièrement retourner mon cube pour obtenir cette figure-là, qui porte le doux nom de dodécaèdre rhombique. Dodécaèdre parce que dodéca ça veut dire 12 en grec et qu'il a 12 faces, et rhombique parce que rhombe c'est l'autre nom du losange, et que ses faces sont des losanges. Ici on a une face, vous voyez bien au fond? Alors là, si vous le regardez, en blanc vous avez le cube. Vous voyez le cube en blanc? Donc ça c'est le cube qui est vide dans la figure qui est là-bas. Et puis autour de ce cube en blanc, vous avez la figure en orange, qui est notre dodécaèdre rhombique. Et le dodécaèdre rhombique, donc, il a 12 faces en forme de losange. Et puisque c'est la projection en diagonale d'un hypercube de 4 dimensions, eh bien cette figure de 3 dimensions pave l'espace. Autrement dit, si vous en faites plusieurs, vous pouvez les empiler les uns sur les autres et ils s'emboîtent parfaitement sans laisser de trou. Un peu comme des cubes. Pour les cubes, c'est évident, on peut empiler des cubes les uns sur les autres. Pour faire cette figure-là, c'est un peu moins évident. Ça ne se voit pas comme ça de prime abord. Mais ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure, pendant la séance de dédicace, on fera quelques animations et on va en construire plusieurs des comme ça ensemble, si vous le voulez bien. Et on va les empiler et on va voir si ça marche vraiment. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous et merci à Micmac, alias Michael Launay, de nous avoir fait cette présentation. Il tient une chaîne YouTube sur laquelle il fait des tas d'autres démonstrations sur Internet. J'espère que vous le connaissiez. Si vous ne le connaissez pas, allez-y dès ce soir.